Sous la pluie fine et glaciale de Lyon, un millionnaire s'apprêtait à quitter une soirée de charité qu'il méprisait. Il ne savait pas qu'une petite fille, grelottante dans l'ombre, allait faire voler en éclats 30 années de mensonges avec une seule phrase. Une phrase qui allait le briser et le reconstruire. Regardez cette histoire jusqu'à la fin, car la vérité qu'il va découvrir est plus bouleversante que vous ne pouvez l'imaginer. Et quand vous aurez tout vu, dites-moi en commentaire quelle note, de 0 à 10, vous donnez à ce récit. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Je compte sur votre soutien. Pour comprendre comment quelques mots d'une enfant ont pu détruire la forteresse d'un homme comme Étienne Dubois, il faut d'abord comprendre qui il était. À 50 ans, Étienne incarnait le succès. Un succès bâti à la force du poignet, dans le monde impitoyable de la technologie. Il était un self-made man, une légende dans les cercles d'affaires, l'homme qui ne ratait jamais une cible. Son nom était synonyme de pouvoir et de richesse. Il vivait dans un appartement immense, un penthouse de verre et d'acier perché au sommet d'une tour dans le quartier moderne de la Confluence. De là, il avait une vue panoramique sur tout Lyon. La colline de Fourvière d'un côté, le confluent du Rhône et de la Saône de l'autre. Mais cette vue, il ne la voyait plus. Ce n'était qu'un décor, le fond d'écran d'une vie aussi luxueuse que vide. Ses journées étaient une succession de réunions où des millions d'euros changèrent de main, de graphiques qui montaient ou descendaient, et de décisions froides, calculées, qui faisaient ou défaisaient des entreprises. Ses soirées étaient encore plus solitaires. Il dînait seul dans les restaurants les plus étoilés de la ville, entouré de couples et de familles, mais séparé d'eux par un mur invisible. Il ne savourait rien, ni les plats complexes, ni les vins hors de prix. Tout avait le goût du néant. Sa voiture de luxe, garée dans un garage privé et sécurisé, n'était qu'un moyen de transport. Sa fortune, un simple score dans un jeu qu'il avait déjà gagné depuis longtemps. Car derrière la façade de l'homme d'affaires impitoyable, il y avait un homme hanté. Un fantôme le suivait partout, dans les couloirs de son bureau, dans le silence de son appartement, dans le reflet des vitres teintées de sa voiture. Ce fantôme avait un nom, Sophie. Et il portait le visage de la plus grande lâcheté de sa vie. 30 ans plus tôt, Étienne n'était pas l'homme qu'il était devenu. C'était un jeune homme ambitieux, affamé, mais il avait un cœur. Et ce cœur appartenait à Sophie, une jeune artiste qui vivait dans un petit atelier sur les pentes de la Croix-Rousse. Elle était tout son contraire, libre, passionnée. Elle voyait de la beauté partout où lui ne voyait que des opportunités. Elle peignait la lumière sur les façades ocre du vieux Lyon. Elle dessinait les visages des passants, et elle lui fredonnait des berceuses anciennes, des mélodies douces qui parvenaient à calmer son ambition dévorante. Il l'aimait plus que tout. Mais il aimait aussi la promesse du succès. Et un jour, ces deux amours sont entrés en collision. Sophie lui avait annoncé, la voix tremblante d'un mélange de peur et de joie, qu'elle était enceinte. Pour elle, c'était le début de leur famille. Pour lui, ce fut la fin de tout. Un enfant, à ce moment-là, était un boulet, une attache, un obstacle insurmontable sur le chemin qu'il s'était tracé vers les sommets. Alors, il a fait un choix. Le choix le plus froid, le plus cruel de son existence. Il a choisi sa carrière. Il a dit à Sophie qu'il n'était pas prêt, qu'il ne voulait pas de cette vie. Il a tourné le dos à son amour, à son enfant à naître, et il est parti. Il a coupé les ponts, changé de numéro, et n'a jamais, jamais regardé en arrière. Cette décision était devenue la fondation de son empire. Mais c'était une fondation empoisonnée. La culpabilité était son ombre, un poids constant qui avait transformé son cœur en pierre. Il s'était convaincu pendant 3 décennies que c'était le bon choix, le seul possible. Il s'était répété que Sophie avait dû refaire sa vie, qu'elle l'avait sûrement oublié, que l'enfant, s'il était né, avait eu un autre père, un meilleur père. Mais au fond de lui, dans les heures sombres de la nuit, le doute le rongeait. C'est cet homme-là, riche, puissant, mais intérieurement brisé, qui se préparait ce soir-là à assister à un gala de charité. Il détestait ces événements. Il les voyait pour ce qu'ils étaient, une comédie sociale où les riches venaient en soulager leur conscience en signant des chèques devant des photographes. Il y allait pour l'image de son entreprise, rien de plus. L'événement se tenait dans un foyer pour enfants, les Hirondelles, une institution respectable dirigée par une femme réputée pour son dévouement, Madame Gisèle Moreau. Étienne avait prévu de faire son discours, de remettre un chèque au montant obscène, de sourire pour les caméras et de disparaître le plus vite possible pour retourner à sa solitude dorée. Il ne se doutait pas que ce foyer, ce lieu de bienfaisance de façade,
était sur le point de devenir le théâtre de la plus grande confrontation de sa vie. Une confrontation avec son propre passé. Et c'est là, au milieu des sourires forcés et des conversations mondaines, qu'il la rencontra. Madame Gisèle Moreau s'avança vers lui, les mains jointes comme dans une prière, un sourire de sainte figé sur son visage. Elle était charismatique, sa voix douce et pleine d'une humilité étudiée. Elle le remercia pour sa générosité, parla de ses chers enfants, avec une émotion qui sonnait juste à des oreilles non averties. Mais Étienne, habitué à déceler les failles dans les négociations les plus ardues, vit autre chose. Derrière la piété affichée, il perçut un regard d'acier, une fermeté calculatrice qui lui était familière. C'était le regard de quelqu'un qui contrôle son monde et n'a aucune intention de le lâcher. L'hypocrisie de la soirée était palpable. Il serra des mains, écouta des discours interminables sur la vertu et la charité, tout en sentant son vide intérieur se creuser davantage. Madame Moreau insista pour lui faire visiter une partie du foyer, une mise en scène pour les donateurs. Ils traversèrent des couloirs propres, aux murs décorés de dessins d'enfants colorés, mais étrangement impersonnels. C'est alors qu'il la vit. Dans l'embrasure d'une porte, à l'écart du groupe, se tenait une petite fille. Elle ne participait pas à la parade. Elle se tenait juste là, silencieuse, un petit carnet de dessins serré contre sa poitrine. Elle ne semblait pas timide, mais farouche, comme un animal sauvage observant un intrus sur son territoire. Et puis, elle leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Le bavardage de Madame Moreau s'estompa pour devenir un bruit de fond indistinct. Tout ce qu'Étienne voyait, c'étaient les yeux de cet enfant. Des yeux d'un gris-vert incroyablement perçant. Une couleur si rare, si intense, qu'elle semblait contenir toute la mélancolie du ciel lyonnais. Mais ce n'était pas seulement la couleur qui le frappa, c'était la familiarité. Un choc électrique parcourut son corps, une reconnaissance insensée, venue des profondeurs de sa mémoire. C'était comme regarder un reflet de lui-même, un reflet de quelque chose qu'il avait perdu il y a 30 ans. « Oh, ne faites pas attention à elle, » murmura Madame Moreau suivant son regard. « C'est notre petite Léa, un cas particulier. Elle vit un peu dans son monde. » La directrice fit un sourire indulgent, mais son regard sur l'enfant était froid. Le moment fut rompu. Étienne détourna les yeux, le cœur battant à tout rompre, essayant de reprendre contenance. Il termina la visite, prononça son discours, signa le chèque. Chaque minute était une torture. L'image de ses yeux ne le quittait plus. Il se dépêcha de prendre congé, prétextant un rendez-vous matinal. Il n'aspirait qu'à une chose, fuir. Fuir ce lieu, fuir ce regard, fuir ce sentiment dérangeant qui venait de réveiller le fantôme de Sophie avec une violence inouïe. Il pleuvait maintenant, une bruine fine et pénétrante. Son chauffeur l'attendait, le parapluie ouvert près de la portière de la berline noire. Le soulagement l'envahit. Dans quelques instants, il serait de retour dans sa forteresse, à l'abri. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans la voiture, une petite silhouette jaillit de l'ombre des grands arbres du parc. C'était elle, Léa. Elle courut vers lui, ses petites chaussures faisant des éclaboussures sur le sol mouillé. Elle s'arrêta net à quelques mètres de lui, le souffle court, le visage ruisselant de pluie et peut-être de larmes. Les quelques invités qui partaient encore se retournèrent, curieux. Le chauffeur se figea. Le silence se fit, seulement troublé par le crépitement de la pluie. Léa le fixa, ses yeux gris-vert brillant dans la lumière des phares. Sa voix, quand elle parla, était tremblante mais incroyablement forte, portant un mélange de défi et de désespoir. Elle cria la phrase qui allait faire s'écrouler tout l'univers d'Étienne. « Vos yeux! Ils sont comme les miens !» La phrase le frappa comme un coup de poing en pleine poitrine. L'air lui manqua. Devant ces quelques témoins, le grand Étienne Dubois, l'homme d'affaires invincible, se sentit soudain nu, exposé et vulnérable. Il resta paralysé, incapable de bouger, incapable de répondre. Le chauffeur, gêné, fit un pas vers la fillette, mais Étienne leva une main pour l'arrêter. Son monde, si parfaitement ordonné, venait de se fissurer. Dans un réflexe de survie, il se jeta dans la voiture et claqua la portière. « Partez !» ordonna-t-il d'une voix rauque à son chauffeur. La voiture s'éloigna en silence, laissant la petite silhouette seule sous la pluie. Dans le rétroviseur, Étienne la vit, immobile, le regardant s'éloigner, avant qu'elle ne soit avalée par la nuit.
Le trajet jusqu'à son appartement fut le plus long de sa vie. Il essaya de se raisonner. C'était une enfant perturbée, en manque d'attention. Madame Moreau l'avait dit. Une enfant qui s'invente des histoires pour exister. Une coïncidence. Rien de plus. Mais ses mains tremblaient. La forteresse de son cœur, construite sur 30 ans de déni, commençait à s'effondrer. Les yeux. C'étaient les yeux de Sophie. Il avait passé sa vie à essayer d'oublier ce regard, et une enfant venait de le lui jeter au visage. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il fit les 100 pas dans son immense salon, la ville illuminée à ses pieds lui semblant soudain étrangère. La phrase de la petite fille tournait en boucle dans sa tête. Vos yeux, comme les miens. C'était impossible, une pure folie. Et pourtant. Au lever du jour, épuisé mais résolu, Étienne prit une décision qui allait à l'encontre de tous ses principes. Lui, l'homme qui fuyait les complications et les liens, allait plonger tête la première dans le passé qu'il avait tenté d'enterrer. Il prit son téléphone et appela un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Celui d'un détective privé, le meilleur de Lyon. Un homme discret et efficace. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un, » dit Étienne, sa voix dénuée de toute émotion. Une enfant. Elle s'appelle Léa. Elle vit au foyer Les Hirondelles. Je veux tout savoir. Ses origines, son histoire, tout. Et surtout, soyez discret. Il raccrocha, le cœur lourd. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, ni ce qu'il espérait trouver. Mais pour la première fois en 30 ans, il ne fuyait plus. Il faisait un pas vers la vérité, une vérité qui pouvait soit le détruire complètement, soit, peut-être, lui offrir la paix qu'il n'avait jamais connue. Il ne se doutait pas que ce premier pas le mettait en collision directe avec les mensonges et la cupidité de Madame Moreau, une femme qui avait bien plus à cacher qu'un simple détournement de fonds. Les jours qui suivirent furent un supplice pour Étienne. L'homme habitué à contrôler chaque variable de son existence était désormais à la merci d'une attente insupportable. Le détective privé, un certain Bertrand Lefebvre, était un homme à l'image de sa réputation, méticuleux, discret et efficace. Ses premières communications furent cependant aussi laconiques que frustrantes. Il confirma ce qu'Étienne savait déjà. Une fillette nommée Léa, 8 ans, résidait au foyer Les Hirondelles. Mais c'est là que le chemin s'arrêtait. Le dossier officiel de Léa était une page presque blanche. Née de père inconnu, mère, Sophie Dubois, décédée. La date de son admission au foyer correspondait à ses 3 ans. Aucune autre information. Pas de nom de médecin, pas d'adresse précédente, pas de contact d'urgence. C'était un dossier administrativement parfait dans sa vacuité, conçu pour clore toute investigation. Pour un homme comme Étienne, qui avait bâti sa fortune sur l'analyse de données, cette absence d'information était plus parlante que n'importe quel rapport détaillé. C'était une anomalie, un mur délibérément érigé. Bertrand Lefebvre organisa une entrevue avec Madame Moreau, sous le prétexte d'une vérification de routine pour un potentiel programme de parrainage. La directrice le reçut dans son bureau impeccable, un crucifix d'argent brillant sur le mur derrière elle. Elle joua son rôle à la perfection. Son visage exprimait une profonde tristesse en évoquant le cas de la pauvre petite Léa. « C'est une enfant si imaginative, » dit-elle, joignant les mains sur son bureau. Le traumatisme de l'abandon la pousse à chercher des figures parentales partout. Elle s'invente des histoires, des liens qui n'existent pas. Récemment encore, elle a importuné l'un de nos généreux bienfaiteurs. C'est son fardeau, voyez-vous. Nous faisons de notre mieux pour l'ancrer dans la réalité, mais c'est un long travail. Chaque mot était un coup de poignard pour Étienne quand le détective lui fit son rapport. Madame Moreau était en train de construire une cage narrative autour de Léa, la dépeignant comme une affabulatrice, une enfant instable dont les paroles ne valaient rien. C'était une stratégie brillante et cruelle. Elle isolait la fillette tout en se présentant comme sa protectrice dévouée. Le détective sentit qu'il n'obtiendrait rien de plus d'elle. Le mur était non seulement haut, mais gardé par une sentinelle redoutable. Étienne était au bord de l'abandon. Peut-être que la directrice avait raison. Peut-être qu'il projetait sa propre culpabilité sur une coïncidence tragique. Ce serait si simple de signer un autre chèque, de confier le dossier à ses avocats pour s'assurer que l'enfant ne manque de rien, et de retourner à sa vie. Sa vie vide, mais sûre. Mais l'image des yeux gris-vert le hantait. C'était une encre plantée trop profondément dans son âme pour qu'il puisse la retirer. Poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, il décida de retourner au foyer. Pas en tant qu'Étienne Dubois,
le magnate de la tech, mais en tant que simple visiteur, un jour de portes ouvertes pour les familles du quartier. Il se gara à plusieurs rues de là, mit une casquette et se fondit dans la petite foule de parents et d'enfants. Son cœur battait la chamade. Il se sentait comme un intrus, un voleur sur le point de commettre un crime. Il aperçut Léa dans la cour de récréation. Elle était assise seule sur un banc, à l'écart du bruit et des jeux des autres. Elle ne dessinait pas. Elle tenait dans ses mains une petite boîte en bois usée, la tournant et la retournant avec une infinie précaution. C'était son seul trésor, son unique compagnon. Étienne resta à distance, caché derrière un arbre, l'observant. Il ressentit une douleur sourde, un mélange de pitié et d'une connexion inexplicable. Alors qu'il s'apprêtait à partir, vaincu par son impuissance, un son fragile traversa la cour, à peine audible au-dessus des cris des enfants. Une petite mélodie, quelques notes d'une douceur déchirante. C'était Léa. Elle avait ouvert sa boîte à musique. Le monde d'Étienne s'arrêta de tourner. Le bruit, les gens, la lumière du jour, tout disparut. Il n'y avait plus que cette musique. Ce n'était pas une comptine célèbre. C'était une berceuse ancienne, simple, presque mélancolique. C'était la berceuse que Sophie lui fredonnait, 30 ans plus tôt, dans leur petit atelier de la Croix-Rousse, quand son ambition le tenait éveillé la nuit. Une mélodie qu'il n'avait jamais entendue nulle part ailleurs. Une mélodie qu'il croyait enfouie avec son passé. Le doute n'était plus permis. La coïncidence était devenue une impossibilité statistique. Cette boîte à musique était un message, un fil tendu à travers 3 décennies de silence et de mensonges. Ce n'était plus une enquête, c'était une quête. Et il savait maintenant où elle devait le mener. Pendant 30 ans, il avait soigneusement évité un quartier de Lyon, la Croix-Rousse. La colline où il avait été heureux, où il avait aimé et où il avait commis la plus grande trahison de sa vie. Y retourner était comme accepter de marcher sur des braises ardentes. Mais il n'avait plus le choix. Les réponses ne se trouvaient pas dans les dossiers aseptisés du foyer, mais dans les rues pavées et les traboules secrètes de son passé. Le lendemain, il conduisit lui-même. Chaque virage qui le faisait monter sur les pentes de la colline était une torture. Les façades colorées, les ateliers d'artistes, les petits bistrots. Tout était à la fois identique et changé, comme un rêve familier qui se transforme en cauchemar. Il gara sa voiture de luxe, si incongrue dans ce décor bohème, et se força à marcher. Il passa devant le café où il avait rencontré Sophie, devant le petit parc où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Chaque pas ravivait une blessure qu'il croyait cicatrisée. Enfin, il arriva devant l'immeuble. Un vieil immeuble de Canuts, ces anciens ouvriers de la soie. C'était là. L'atelier de Sophie se trouvait au dernier étage. Il leva les yeux vers la fenêtre, s'attendant presque à la voir apparaître, son pinceau à la main. Il resta là, sur le trottoir, paralysé par le poids des années. Que cherchait-il? Un fantôme? Une absolution? Alors qu'il était sur le point de faire demi-tour, la porte de l'immeuble s'ouvrit. Une femme très âgée, appuyée sur une canne, sortit lentement. Elle plissa les yeux en le voyant. « Je vous connais, vous, » dit-elle d'une voix chevrotante mais claire. « Vous êtes le grand amour de la petite Sophie, celui qui est parti. » Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette femme était une ancienne voisine, un témoin vivant de la vie qu'il avait détruite. Il resta pétrifié sur le trottoir, le bruit de la ville s'estompant pour ne laisser place qu'au battement sourd de son propre cœur. La vieille dame le dévisageait sans animosité, avec la simple clarté de ceux qui ont vu trop de vies se faire et se défaire pour encore juger. Elle s'appelait Madame Dubois, une coïncidence de nom qui rendait la scène encore plus surréaliste. « Entrez donc prendre un café, jeune homme, » dit-elle, bien qu'il n'ait plus rien d'un jeune homme. « Il fait froid, et vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Étienne, incapable de formuler une phrase cohérente, la suivit machinalement dans le petit appartement du rez-de-chaussée, un lieu qui sentait la cire d'abeilles et les souvenirs. Assis dans une cuisine d'un autre temps, il écouta. Madame Dubois lui parla de Sophie. Elle ne lui parla pas de sa colère ou de son ressentiment, mais de sa tristesse infinie. « Elle ne vous a jamais haï, vous savez, » raconta la vieille dame en remuant le sucre dans son café. « Seulement attendu. Chaque fois qu'une belle voiture passait dans la rue, elle regardait par la fenêtre. Au début, avec espoir, puis avec résignation. Elle lui raconta la naissance de la petite. « Une merveille !» souffla-t-elle, les yeux brillants. « Elle avait les yeux de sa mère, et les vôtres.
un gris-vert si particulier. Sophie l'appelait son petit trésor. Elle se battait comme une lionne pour elle, même quand la maladie a commencé à la ronger. Étienne sentit une douleur si vive qu'il dut se cramponner à la table. Sophie était morte, malade, seule. Il n'avait rien su. Il n'avait même pas cherché à savoir. Avant de partir, continua Madame Dubois, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit qu'elle avait tout préparé pour l'avenir de sa fille. Elle avait mis de l'argent de côté, tout ce qu'elle avait. Et elle avait écrit une lettre. Une longue lettre pour vous, au cas où vous reviendriez un jour. Elle a tout confié à ce foyer, les hirondelles. Elle croyait que c'était un endroit sûr. La vérité le frappa avec la violence d'un accident de voiture. La lettre, l'argent, tout avait disparu. Et Madame Moreau était au centre de cette disparition. Revigoré par une rage froide, Étienne quitta l'appartement de la vieille dame après l'avoir remerciée avec une émotion sincère. Il appela immédiatement son détective, Bertrand Lefebvre, et lui raconta tout. L'enquête prit alors une nouvelle tournure, plus agressive. Lefebvre ne cherchait plus seulement des informations, il cherchait des failles. Et il en trouva une. Une ancienne employée du foyer, une aide-soignante nommée Sylvie, licenciée quelques années plus tôt par Madame Moreau pour un motif futile. Contactée par le détective, la femme était d'abord méfiante, puis la rancœur prit le dessus. « Cette femme est un monstre déguisé en sainte », cracha-t-elle au téléphone. « Je me souviens très bien du soir où la petite Léa est arrivée. Sa mère venait de mourir. La petite ne pleurait même pas. Elle serrait juste sa boîte à musique. Plus tard dans la nuit, je suis passé devant le bureau de la directrice. Il y avait une odeur de brûlé. Par la porte entr'ouverte, je l'ai vue. Elle était devant la cheminée, en train de brûler des papiers. Et je suis sûr, absolument sûr, d'avoir vu une enveloppe, une lettre, partir en fumée. C'était la pièce manquante du puzzle, le témoignage qui transformait un soupçon en quasi-certitude. Mais ce n'était pas suffisant pour faire tomber une femme aussi puissante et respectée que Gisèle Moreau. Il fallait des preuves irréfutables. Étienne mobilisa alors ses propres ressources. Lui, l'homme d'affaires qui lisait les bilans financiers comme d'autres lisèrent des romans, chargea une équipe de ses meilleurs analystes d'éplucher les comptes du foyer, qui était public en tant qu'association caritative. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'entendement. Derrière les lignes comptables bien ordonnées se cachait un système de détournement de fonds sophistiqué. Des factures pour des rénovations fantômes, des salaires versés à des employés qui n'existaient pas, des notes de frais exorbitantes pour des voyages de bienfaisance, qui s'avéraient être des séjours dans des palaces. Et le plus accablant, des virements réguliers, dissimulés sous des intitulés vagues, vers un compte offshore au nom de Gisèle Moreau. L'argent de Sophie et celui de tant d'autres donateurs avaient servi à financer la vie secrète et luxueuse de la directrice. Pendant ce temps, Madame Moreau sentit le vent tourner. L'enquête discrète d'Étienne ne l'était plus tant que ça. Elle commença à se méfier, à voir en lui une menace. Et elle utilisa l'arme la plus cruelle à sa disposition, Léa. Lorsqu'Étienne tenta de rendre visite à la fillette, sous un prétexte officiel de parrainage, il se heurta à un mur. « Léa est dans une phase difficile », lui expliqua froidement Madame Moreau. « Elle est très perturbée. La présence de visiteurs extérieurs n'est pas recommandée par nos psychologues. » Elle isolait Léa, la coupant du seul lien qu'elle commençait à tisser avec le monde extérieur. Puis, la menace devint plus explicite. Lors d'un appel téléphonique glacial, elle informa Étienne que le conseil d'administration envisageait de transférer Léa dans un établissement plus adapté à ses troubles du comportement, loin de Lyon. Pour son bien, bien entendu. Le message était clair. C'était un chantage. S'il continuait à fouiner, il ne reverrait jamais Léa. C'est à ce moment-là qu'Étienne atteignit son point de rupture. Il aurait pu tout arrêter. Il avait les preuves pour faire tomber Moreau, mais le faire publiquement l'obligerait à exposer sa propre histoire, sa lâcheté, son abandon. Il deviendrait la cible des journaux, l'homme riche qui avait renié son enfant. Sa réputation, construite sur 30 ans de travail acharné, serait détruite. Il passa une nuit entière à peser le pour et le contre, arpentant son appartement comme un lion en cage. D'un côté, sa vie confortable, vide mais protégée. De l'autre, un chemin de honte publique, de douleur, mais au bout duquel se trouvait peut-être sa fille. Le lendemain, il retourna au foyer, sans rendez-vous.
Il exigea de voir Léa, usant de son influence de grand donateur. La confrontation avec Madame Moreau fut brève et tendue. Il obtint quelques minutes, sous surveillance. Il trouva Léa dans sa chambre, assise sur son lit, le regard vide. Il s'assit maladroitement à côté d'elle. Il ne savait pas quoi dire. Il sortit de sa poche un petit carnet de croquis et des crayons de couleur de qualité professionnelle. « Pour toi, murmura-t-il. » Léa prit le carnet sans un mot. Elle l'ouvrit, prit un crayon gris-vert et commença à dessiner. Elle ne dessina pas une maison ou une fleur. Elle dessina deux paires d'yeux, identiques. Ce simple dessin fut plus puissant que n'importe quelle preuve, plus probant que n'importe quel test ADN. C'était la vérité, pure et silencieuse, tracée par la main d'une enfant qui ne savait rien mais comprenait tout. Le mur de glace autour du cœur d'Étienne se brisa en 1000 morceaux, non pas dans un fracas de violence, mais dans un silence assourdissant de larmes qu'il ne versa pas. Il regarda le dessin, puis le visage de Léa, et pour la première fois, il ne vit pas un reflet de sa faute, mais le visage de sa fille. Sa fille. Il se leva sans un mot, posa une main tremblante sur la tête de Léa, un geste si étranger pour lui qu'il sembla maladroit, presque douloureux. Puis, il quitta la pièce, traversa les couloirs du foyer sous le regard victorieux et méprisant de Madame Moreau qui l'attendait près de la sortie. Elle pensait l'avoir vaincu, l'avoir chassé. Elle ne pouvait pas se tromper davantage. En croisant son regard, Étienne ne ressentit plus de colère, mais une sorte de pitié glaciale. Elle n'était plus un obstacle, juste un pion sur un échiquier dont il venait de reprendre le contrôle. Une fois dans sa voiture, il ne retourna pas à son appartement. Il donna au chauffeur l'adresse du bureau de son avocat, l'un des plus redoutables de Lyon. Le chantage de Madame Moreau, la menace de transférer Léa, avait été une erreur fatale. Elle avait cru le faire reculer, mais elle n'avait fait qu'enflammer la seule chose qui lui restait, son instinct de prédateur. Mais cette fois, il ne chassait pas pour l'argent ou le pouvoir. Il chassait pour récupérer une vie. La réunion avec son avocat, Maître Valois, fut brève et intense. Étienne exposa les faits, sans émotion apparente, avec la précision chirurgicale qui avait fait sa fortune. Il présenta les preuves de la fraude financière, le témoignage de l'ancienne employée, le récit de la vieille voisine. « Nous pouvons la détruire, » dit Valois, les yeux brillants d'excitation professionnelle. « Une plainte pour détournement de fonds, abus de confiance, elle finira en prison. »« Ce n'est pas suffisant, » répondit Étienne, sa voix calme tranchant avec la tempête qui faisait rage en lui. « Je ne veux pas seulement qu'elle soit punie. Je veux que la vérité sur Léa soit révélée, entièrement. » L'avocat le regarda, perplexe. « Mais cela signifie… » « Monsieur Dubois, cela signifie exposer votre passé. Votre histoire avec la mère de l'enfant. La presse s'emparera de ça. Votre réputation. » « Ma réputation. » Étienne eut un rire court et sans joie. « Ma réputation est une coquille vide. Elle ne m'a jamais tenu chaud la nuit. Qu'ils prennent tout. Je m'en moque. C'était le sacrifice ultime. Non pas son argent, qu'il pouvait perdre et regagner, mais son image, son orgueil, la façade d'invincibilité qu'il avait mis 30 ans à construire. Il allait devoir admettre publiquement sa plus grande honte, sa plus grande lâcheté, pour sauver l'enfant qu'il avait abandonné. C'était le prix de sa rédemption. Et pour la première fois de sa vie, il était prêt à le payer sans négocier. Le plan fut élaboré avec une efficacité redoutable. En tant que donateur principal, Étienne avait le droit de demander une réunion extraordinaire du conseil d'administration du foyer Les Hirondelles. Le prétexte officiel était une discussion sur une nouvelle dotation majeure pour l'avenir de l'institution. Madame Moreau ne pouvait pas refuser. Elle tomba dans le piège, voyant là une occasion de s'attirer encore plus de faveurs et d'argent. Pendant que les convocations étaient envoyées, l'équipe d'Étienne travaillait dans l'ombre. Bertrand Lefebvre, le détective, recueillit une déclaration sous serment de l'ancien employé. Les analystes financiers préparèrent un dossier impeccable, visuel et simple à comprendre, détaillant le circuit du détournement de fonds. Et Étienne, de son côté, fit la chose la plus difficile. Il contacta 2 journalistes d'investigation réputés, des gens qu'il avait toujours méprisés, mais dont il connaissait l'intégrité. Il ne leur donna pas toute l'histoire, juste assez pour piquer leur curiosité. Des preuves de malversations financières graves au sein d'une institution caritative adulée, avec une conférence de presse improvisée à la clé. Le jour de la réunion arriva. C'était une journée grise et venteuse, le ciel de Lyon semblant peser sur la ville.
Étienne n'avait pas dormi. Il se tenait devant le miroir de sa salle de bain, regardant son propre reflet. Il ne reconnut pas l'homme qu'il voyait. Le requin de la finance avait disparu, remplacé par un homme aux traits tirés, aux yeux cernés, mais dont le regard brillait d'une détermination nouvelle. Il ne se battait plus pour un contrat, mais pour une âme, la sienne, et celle de sa fille. Il arriva au foyer, les Hirondelles, quelques minutes avant le début de la réunion. La salle du conseil était un lieu austère, dominé par une grande table en acajou et des portraits d'anciens bienfaiteurs. Les membres du conseil étaient déjà là, des notables lyonnais, des gens respectables qui n'avaient jamais regardé au-delà des apparences. Et au bout de la table, trônant, se tenait Madame Gisèle Moreau. Elle lui sourit. Un sourire confiant, presque maternel. Elle était au sommet de son pouvoir, persuadée qu'Étienne était venu capituler, signer un chèque encore plus gros pour acheter son silence et s'assurer que Léa reste à proximité. « Cher monsieur Dubois, commença-t-elle d'une voix mielleuse, nous sommes si heureux de vous accueillir. Votre générosité continue de nous émerveiller. » Étienne s'assit en face d'elle. Il posa sa mallette sur la table. Il ne sourit pas. Il la regarda droit dans les yeux, ces mêmes yeux qui avaient menti, volé et condamné une enfant à l'oubli. À ce moment précis, les deux journalistes, suivis de Maître Valois, entrèrent dans la pièce. Le sourire de Madame Moreau se figea. Elle comprit, une seconde trop tard, que ce n'était pas une réunion. C'était un tribunal. Et le jugement allait commencer. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Les membres du conseil échangèrent des regards confus, passant de la pâleur de Madame Moreau à la détermination glaciale d'Étienne. La directrice tenta de reprendre le contrôle, de retrouver son masque de sainte outragée. « Monsieur Dubois, je ne comprends pas cette intrusion. Si vous avez une doléance, il y a des procédures. » « Les procédures sont terminées, madame. » Coupa Maître Valois d'une voix neutre qui n'en était que plus menaçante. Il ouvrit la mallette d'Étienne et en sortit un ordinateur portable qu'il connecta à l'écran mural de la salle de réunion. « Mon client, en tant que principal bienfaiteur de cette institution, a mandaté un audit indépendant de vos comptes. Nous sommes simplement ici pour en partager les conclusions avec le Conseil. » Le premier document qui s'afficha à l'écran était un simple tableau Excel. Mais pour Madame Moreau, ce fut comme si on lui présentait l'échafaud. Ligne par ligne, avec une précision chirurgicale, l'avocat détailla le système de détournement. Les factures pour des travaux de plomberie dans une aile qui n'existait pas. Les salaires versés à des éducateurs spécialisés dont personne n'avait jamais entendu parler. Les notes de frais pour un congrès sur l'enfance à Monaco qui coïncidait étrangement avec un séjour dans une suite du Palace de Paris. À chaque nouvelle preuve, le visage de Madame Moreau se décomposait un peu plus. La piété laissa place à la fureur, puis à la panique. « C'est un tissu de mensonges, une cabale. Cet homme veut détruire mon œuvre !» cria-t-elle, se levant, le doigt pointé vers Étienne. Mais personne ne l'écoutait plus. Les membres du conseil, ces notables si respectables, la regardaient avec horreur, comprenant qu'ils avaient été les garants d'une fraude massive. Leur réputation était en jeu. Quand Maître Valois eut terminé sa démonstration financière, laissant un silence assourdissant, Étienne prit la parole. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids de 30 années de culpabilité. « L'argent n'est que la partie la plus sordide de cette histoire, » commença-t-il, son regard ne quittant jamais celui de Moreau. « Il y a un vol bien plus grave qui a été commis entre ces murs. » Il se leva et raconta tout. Il raconta l'histoire d'un jeune homme ambitieux et lâche. Il parla de Sophie, de son talent, de leur amour sur la colline de la Croix-Rousse. Il avoua, devant ces étrangers et ces journalistes qui prenaient frénétiquement des notes, qu'il avait abandonné la femme qu'il aimait lorsqu'elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. La honte était palpable dans sa voix, mais il ne flancha pas. « Sophie est morte il y a des années, » continua-t-il, la gorge nouée. Avant de mourir, elle a confié sa fille à cet établissement, croyant qu'elle y serait en sécurité. Elle a laissé avec elle une somme d'argent considérable pour son avenir. Et une lettre. Une lettre pour moi. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Puis, il plongea la main dans la poche de son veston et en sortit la petite boîte à musique en bois usé. Il la posa délicatement sur la table en acajou. « Vous reconnaissez cet objet, Madame Moreau ?» La directrice le regarda comme s'il s'agissait d'un serpent. Un murmure parcourut la salle. Étienne ouvrit lentement le couvercle. La petite mélodie fragile, la berceuse de Sophie, emplit le silence.
C'était un son d'une pureté déchirante au milieu de tant de mensonges. Cette boîte à musique appartenait à Sophie, dit Étienne, sa voix se brisant à peine. Et Léa est sa fille. Vous avez brûlé sa lettre, vous avez volé son héritage, et vous lui avez volé son identité. Vous lui avez tout volé. Acculée, démasquée, privée de tout échappatoire, Gisèle Moreau s'effondra. Son masque de dignité vola en éclats, révélant un visage tordu par la haine. C'est faux, tout est faux. Cet enfant est une menteuse, une déséquilibrée. Et vous, vous êtes un monstre d'avoir abandonné votre propre sang. Mais ces insultes se perdirent dans le bruit des flashs des appareils photo. Son empire de mensonges, si soigneusement construit, venait de s'écrouler en quelques minutes. Le dénouement fut aussi rapide qu'implacable. Madame Moreau fut arrêtée avant même la fin de la journée. Le scandale des hirondelles fit la une de tous les journaux, forçant une réforme en profondeur des services sociaux de la région. Pour Étienne, le chemin ne faisait que commencer. Il obtint la garde de Léa. Les premiers temps furent d'une maladresse infinie. Deux étrangers, liés par le sang et séparés par une vie de silence, apprenant à vivre ensemble. Les repas se prenaient dans un silence pesant. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, pour l'un comme pour l'autre. La première chose qu'il fit fut de vendre son immense appartement de la Confluence. Cette cage de verre et d'acier, symbole de sa réussite solitaire, n'avait plus de sens. À la place, il acheta une vieille maison sur les hauteurs de Lyon, une maison avec des murs de pierre et un grand jardin où l'herbe poussait un peu sauvagement. Un lieu où une enfant pouvait courir, où l'on pouvait entendre le chant des oiseaux. Il n'était plus le même homme. Sa réputation d'homme d'affaires infaillible était en lambeaux, mais il s'en moquait. Il utilisa une grande partie de sa fortune pour créer la Fondation Sophie Dubois, une organisation dédiée à aider les mères célibataires en difficulté et à offrir un véritable avenir aux enfants abandonnés. Il donnait enfin un sens à ces chiffres qui avaient gouverné sa vie. Un an plus tard, par un après-midi de printemps, Étienne se tenait dans le jardin. Le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres. Un peu plus loin, Léa riait aux éclats sur une balançoire qu'il avait installée lui-même. Il la poussait doucement, un geste simple, un rythme apaisant. Elle ne dessinait plus seulement des yeux. Ses carnets étaient maintenant remplis de couleurs, de fleurs, d'animaux, et parfois du portrait maladroit d'un homme aux cheveux grisonnants qui lui souriait. En la regardant, Étienne ne ressentait plus le poids de la culpabilité, ni la pitié. Il ressentait une fierté timide et un amour si profond qu'il en avait le souffle coupé. Il avait perdu son empire, son statut, son passé, mais il avait gagné une fille, il avait gagné une famille, et pour la première fois de sa vie, au milieu du rire cristallin de son enfant, il avait trouvé la paix. Il avait compris que la véritable richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on a le courage de réparer. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Je vous promets de continuer à vous apporter des récits qui, je l'espère, illumineront vos journées. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à ce récit? Votre avis compte énormément pour moi, et je lis chaque réponse. Merci de m'avoir écouté.